Bon, merci de regagner vos places. Nous allons aborder cette dernière partie de l'Université d'automne avec une intervention d'une personnalité experte. Alors, c'est à la fois une experte et une grande connaisseuse du secteur, Marianne Monchamp. Elle a été 2 fois ministre. Elle a été présidente, une présidente évidemment très remarquée de la CNSA. Elle est aujourd'hui directrice générale de l'OCIRP. Et voilà, vous la voyez apparaître à l'écran. Et donc, sur cette problématique qui lui tient particulièrement à cœur des métiers, du médico-social, de la transformation des métiers, je la laisse, bien évidemment, prendre la parole. Merci Marianne Monchamp d'être avec nous. Merci beaucoup, Serge Jean-Marc Blanc. Merci à tous, mesdames et messieurs, de m'accueillir parmi vous de manière un peu immatérielle, mais j'aurais tellement aimé être près de vous que le regret n'en est que plus fort. Malheureusement, je suis contrainte d'utiliser ce procédé qu'on croyait avoir oublié depuis la fin de la Covid, mais je vais essayer malgré tout de vous dire, grâce à la chance que Jean-Marc me donne de prendre la parole devant vous, eh bien tout simplement ce que me suggère le thème de votre programme pour cette journée importante, marquante, où l'on aborde encore et encore la révolution 2022, puisque c'est le hashtag que vous avez retenu. Je sais qu'au cours de cette journée, vous avez évoqué évidemment, puisque c'était l'objet de vos échanges et de vos travaux, la question de l'attractivité des métiers. Et regardant l'ensemble des contributions que vous avez pu entendre et sur lesquelles vous avez été conduit à réfléchir, je me suis dit que j'allais peut-être, si vous acceptez le principe, prendre une position inversée. Une position en quelque sorte diamétralement opposée, non pas naturellement pour dire le contraire de vos préoccupations, mais pour soutenir une thèse qui peut-être pourra conduire à des réflexions, c'est que nous essayons en quelque sorte par tous les moyens qui nous sont donnés de faire entrer les métiers du soin, les métiers de l'âge, dans une logique qui est en quelque sorte cette logique classique de l'attractivité. Nous avons tellement de mal à convaincre nos concitoyens que ces métiers complexes, en tension, qui demandent tellement d'implication et des conditions de travail parfois difficiles malgré les efforts des établissements et malgré les très nombreuses innovations, et je pense en particulier à celle que Annie de Vivier raconte tellement bien quand elle évoque l'humanitude. Malgré donc tout cela, malgré toutes ces innovations, nous constatons que nos concitoyens continuent, disais-je, d'avoir au fond une forme d'hésitation, une forme de réticence et peut-être continuent d'exprimer en ce moment tout particulièrement un doute sur ce que nous avons fini par nommer l'attractivité des métiers du soin et de l'âge. Des efforts ont été faits par le décideur public qui a cherché à les convaincre en améliorant le niveau de leur reconnaissance par les efforts en matière de rétribution, de rémunération. Mais nous savons, tout cela a été souvent perçu comme une forme de rattrapage plutôt que comme une forme d'investissement dans ces métiers qui sont des métiers d'avenir.
Et quand Myriam El Khomri, par son rapport, a identifié toute la complexité qui conduit à cette baisse de l'attractivité, elle a nommé les mots qui sont ceux, au fond, de tout un secteur d'activité. Et donc, ce paradoxe que je souhaitais évoquer avec vous est peut-être une contribution un peu décalée, mais je me dis qu'après tout, face à tant de difficultés et à tant d'inconnus, parfois, l'innovation de rupture, le décalage, le pas de côté, peuvent présenter un intérêt. Je me suis dit la chose suivante. Et si, au fond, à travers la question de l'attractivité des métiers de l'âge et des métiers du soin, se dessinait une nouvelle conception du travail. Si, au fond, cette manière que nous avons aujourd'hui d'aborder la question de l'attractivité en faisant se rejoindre les approches traditionnelles du travail pour trouver des solutions à la question de l'attractivité des métiers du soin et des métiers de l'âge, eh bien, n'était rien d'autre qu'une invitation à repenser le travail de manière générale. Et pour évoquer cela, je vais pointer un certain nombre de thèmes qui me sont chers et sur lesquels j'ai pu être amenée à la fois, en effet, quand j'étais au gouvernement, quand j'étais présidente du conseil de la CNSA, et encore aujourd'hui, je dois dire que j'ai été amenée à regarder de près et qui peuvent peut-être éclairer cette réflexion si encore une fois vous en acceptez le principe. Le premier point, c'est la question du lien de subordination. Le travail, dans notre acception française domestique et dans notre code du travail, s'accompagne effectivement de la mise en œuvre de ce que l'on appelle un lien de subordination. Ce lien de subordination, eh bien, c'est tout simplement un lien de dépendance qui dispose que le salarié, parce que on lui met entre les mains un outil de travail, des moyens physiques et matériels, est en quelque sorte soumis à une autorité qui est celle de son employeur dans la mise en œuvre tout simplement de ces moyens et dans leur utilisation. Ce lien de subordination, c'est un lien très ancien, c'est un lien au fond assez archaïque dans notre conception même du travail. Quel sens a-t-il dans les métiers du soin et quel sens a-t-il dans les métiers de l'âge? Bien sûr qu'il y a des organisations, bien sûr qu'il y a des hiérarchies, bien sûr qu'il y a des responsabilités. Et les agences régionales de santé, pour ne citer qu'elles, savent nous rappeler ce que la norme veut dire. Mais quand nous nous trouvons en pleine crise Covid, quand nous nous trouvons auprès de la personne et de sa famille, quand nous nous trouvons dans des situations qui sont toutes des situations exceptionnelles, celle d'un individu confronté à la maladie, à la souffrance, confronté à l'âge, confronté à la perte de repères que peuvent amener des changements de situation, quel sens le lien de subordination a-t-il? Et l'ensemble des salariés et des intervenants auprès de la personne, qui à tout moment vont devoir arbitrer et décider d'une initiative qu'ils vont prendre, d'une abolition de la distance thérapeutique, de l'initiative, au fond, qui va être celle d'une communication renforcée, d'un geste de proximité, d'un environnement qui va représenter cette dimension présentielle et affective qui va venir compléter l'acte et l'activité de soins et d'accompagnement. Comment répond-elle à la question du lien de subordination? Il vole en éclats, le lien de subordination, à ce moment-là. Et dans la tension qui peut s'opérer entre ce lien archaïque, défini de manière quasi ancestrale par les règles qui prévalent entre capital et travail, eh bien, les métiers du soin, avec les métiers de l'âge, on remet en question l'un des piliers, l'un des fondements de ce qui fait notre acception du travail dans notre société contemporaine, le lien de subordination. Un deuxième point, la question du lieu de travail.
pour toute personne qui s'occupe de gérer des ressources humaines, qui s'occupe de qualité de vie au travail, qui s'occupe de sécurité au travail. La question du lieu de travail est une question absolument décisive, puisque c'est là que se dénouent les activités, que se dénoue en quelque sorte le sens du métier, les tâches. C'est là qu'effectivement le salarié va pouvoir disposer d'un certain nombre d'outils, de points d'appui. Ce sont les rails qui vont permettre de soulever la personne, de la mettre au fauteuil, par exemple, si nous sommes dans une situation de perte d'autonomie avancée. Mais au fond, cette présence technique destinée à soutenir l'activité des professionnels du soin et de l'âge, définissent-elles pour autant que l'endroit où ils ou elles interviennent deviennent des lieux de travail? Est-ce que, au sens du droit du travail, l'appartement dans lequel réside la personne qui avance en âge se transforme simplement du fait de l'entrée du professionnel d'un logement privé, de cette approche domiciliaire que le Conseil de la CNSA a beaucoup commenté et contribué à faire émerger comme par une espèce d'effet, vous voyez, de transmutation comme ça en un lieu de travail. Et ce lieu de travail qu'il n'est pas, parce que nous sommes chez la personne, nous ne cessons de l'affirmer, comment fait-il, au fond, le lien entre l'exercice professionnel et la vie de la personne accompagnée? Que sera demain le droit du travail en France si le lieu de travail ne devient pas un des éléments cardinaux de l'exercice de l'activité? Nous ne cessons de penser à cela puisque nous ne cessons de questionner les conditions mêmes du télétravail. Et il y a une forme d'étonnement, vous voyez, à se dire que là où nous butons sur des questions d'attractivité et de contraintes, au fond, nous sommes en train, avec les métiers de l'âge et les métiers du soin, de remettre en question des fondamentaux du droit du travail. Si notre droit du travail n'évolue pas vers une acception beaucoup plus large, beaucoup plus immatérielle au fond, de ce qui fait les conditions de travail, et j'oserais dire les pénibilités, et je vais y revenir dans un instant, je crains que nous soyons beaucoup trop à l'étroit, vous voyez, dans nos conceptions de ce qu'est le travail pour arriver à re-questionner la question de l'attractivité. Et j'en arrive à la question des pénibilités. Il y a une approche objective des pénibilités. Nous pouvons le définir et nous pouvons même en faire des objets de dialogue social, évidemment. Mais convenons que dès lors que nous sommes dans le métier du soin, dans le métier du prendre soin, dans le métier de l'accompagnement de la personne qui, eh bien, tout simplement doit faire face à des situations nouvelles d'expérience d'une autonomie qui évolue et qui se modifie, la question même, comment dirais-je, de la, je ne sais pas comment formuler cela de manière juste, mais de la pénibilité, vient rencontrer une forme de confrontation entre ce que j'appellerais la pénibilité de l'emploi et en quelque sorte les pénibilités privées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pénibilité privée? C'est que quand dans ma vie, je rencontre des situations de fragilité ou de questionnement qui me conduisent, alors que je suis dans l'exercice de mon métier et de ma vocation, à croiser des pénibilités qui sont celles de mon activité, mon seuil de tolérance à ces pénibilités professionnelles n'est pas le même, il varie, il évolue, il fluctue dans cette espèce d'interrelation entre ma sphère privée et ma sphère professionnelle. Pénible pour l'un, pas pénible pour l'autre. Pénible un jour, pas pénible le lendemain. Et cette interaction des pénibilités, nous ne savons pas la manipuler. Aujourd'hui, nous nous sommes spécialisés dans les pénibilités strictement professionnelles, mais nous le savons bien. Si la charge mentale des professionnels du soin et des professionnels de l'âge est telle que celle que l'on peut imaginer quand on élève seul ses enfants, quand on a un divorce, quand on est soi-même aidant, confronté à une situation professionnelle qui renvoie en écho, en quelque sorte, comme en miroir ces fragilités, alors soyons-en certains, la notion de pénibilité évolue, elle est décuplée. Si nous ne réinterrogeons pas l'acception même de la pénibilité au travail, ne doutons pas un seul instant
que nous n'arriverons pas à avoir un cadre de pensée suffisamment large pour penser l'attractivité des métiers. Et c'est là que j'arrive à la dernière partie des choses que je voulais vous soumettre. Ce ne sont que des invitations à réfléchir peut-être dans un cadre un peu différent. Mais cette notion qui m'est très chère, qui est la notion de la construction du soi professionnel. Le soi professionnel, c'est une forme d'interaction entre, au fond, une sphère privée, des aspirations, un projet et des activités choisies ou dans lesquelles on a été impliqué parce que il y a eu une recherche d'emploi, il y a eu une offre d'emploi, il y a eu un recrutement. L'articulation, au fond, entre activité et soi professionnel, il faut absolument la questionner. Quelle est la place dans l'évaluation que l'on fait des pratiques professionnelles et dans la qualité même, n'est-ce pas, des accompagnements de soins et des accompagnements médico-sociaux qui sont proposés aux personnes qui avancent en âge ou qui sont en situation de maladie ou de handicap. Quel lien fait-on, disais-je, entre ces articulations, entre ces tâches et ce que je pourrais appeler l'œuvre, c'est-à-dire non pas l'ouvrage, la somme des tâches que l'on fait, mais l'œuvre, au sens où, au bout d'une vie professionnelle ou au bout d'un parcours, on pourra dire, voilà quelle a été mon œuvre. Et là, j'ai en référence le travail remarquable que Cynthia Fleury a produit quand elle l'a affirmé dans ce petit ouvrage dont je ne saurais trop recommander la lecture et la relecture, Le soin est un humanisme. De passer au-delà, vous voyez, de cette logique au fond de l'activité et du métier pour entrer précisément dans un questionnement sur l'œuvre. Et quand on obtient effectivement dans ces missions d'accompagnement et de soins, cette interaction, ce don et ce contre-don entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne, alors on commence à toucher du doigt, vous voyez, ce à quoi peut ressembler l'œuvre. En quoi le code du travail adresse-t-il jamais la question de l'œuvre ? Ce sont des choses qui n'existent pas. Et c'est pour ça que pour reprendre les travaux de Karine Gros à l'Université de santé de Créteil, à l'UPEC de Créteil, j'aurais tendance à dire qu'il est temps d'introduire dans notre conception du travail quelque chose qui, au fond, doit relever non plus de l'ergonomie, mais de l'ergologie. C'est-à-dire convoquer non plus la métrique et la mesure de l'activité pour aller avancer vers la conception systémique, au fond, de l'organisation de l'activité dont le but est de produire l'œuvre et non plus l'articulation métrée, normée des tâches entre elles. Voilà, j'ai un peu conscience d'avoir assez mal répondu à la question qui ne m'était pas posée, mais je me permets juste de vous dire que pour cette, au fond, cette reviolution que vous ambitionnez de faire, et je reconnais bien là l'élan et l'allant de Jean-Marc Blanc, eh bien, je me suis dit, voilà, allez, j'y vais, je me lâche, je leur dis le fond de ma pensée. Aujourd'hui, nous devons nous dire que les métiers du soin et que les métiers de l'âge sont, au fond, les précurseurs d'une révolution du travail. Et si nous sommes attentifs à cette dimension-là, et si nous poussons les murs, vous voyez, pour accepter ce décadrage, je pense que peut-être nous aurons la possibilité de promouvoir des modes de pensée de nature à renforcer l'attractivité de ces métiers. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup, Marianne Monchamp. Comme on voit souvent dans les séries, to be continued, parce que le fait de finir sur l'œuvre, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement intéressant. On avait suivi il y a quelque temps
une comparaison entre des travaux, par exemple chez les compagnons, enfin si vous voulez, la dynamique qu'il y a chez les compagnons du travail et la dynamique qu'il y a dans le secteur du sanitaire et du médico-social. Et on s'était rendu compte que le fait d'être uniquement à la tâche et dans la disparité ou dans l'enchaînement des tâches, effectivement, empêchait de voir ce que constate le compagnon, c'est-à-dire l'œuvre. Et l'aboutissement de l'équipe, etc., on l'a trouvé ce matin, si vous voulez, en filigrane, parce que l'équipe comme lieu d'échange, l'équipe comme lieu de construction, la satisfaction de la personne âgée comme paradigme d'achèvement, on l'a ressenti. Mais effectivement, c'est tout à fait une analogie qu'on peut appliquer et qu'on avait trouvée dans cette étude entre cette dynamique chez les compagnons qui leur permet, quand ils associent leur intelligence, d'objectiver l'œuvre, et effectivement dans des métiers que l'on considère encore trop à la tâche et qui ne voient pas en fait la beauté de ce qu'ils ou elles réalisent dans leur quotidien. Donc vous voyez, on est en phase, mais moi ce que j'aime bien dans cette université, et on l'a vu tout au long de la journée, je vous l'assure, c'est que quelqu'un avait commencé à dire, moi, une des intervenantes, je suis atypique. Eh bien, ça aurait été une journée de gens atypiques, de propos atypiques, de bons moments atypiques, et on va finir en beauté en plus avec une table ronde qui décoiffe. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de nous consacrer un petit peu de temps. On regrette évidemment de ne pas vous avoir avec nous, mais je suis persuadé que l'année prochaine, vous serez bien là. Avec plaisir. Merci à tous. Merci encore. Au revoir. Merci. Et donc, last but not least, la dernière, mais certainement pas la moindre, j'appelle pour la dernière table ronde Radouane Mebarki, président de Tout est possible, qui ne peut pas s'empêcher de la faire à l'américaine en descendant l'escalier avec un mouvement gracile des hanches, on les reconnaît bien. Jean-Michel Pratico, qui lui a décidé d'être plus près de la scène pour faire moins d'effets spectaculaires. Et Linda Sawadogo, qui est médecin gériatre. Donc cette dernière table ronde, on voulait la faire parce qu'il y a une réalité. Et je le dis souvent, c'est une réalité qui n'est pas un tabou, mais en même temps, c'est une réalité dont on parle peu. C'est la réalité de la présence de personnel étranger au sein du secteur médico-social. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Paris, par exemple, dans beaucoup de grandes villes, aujourd'hui, la majorité des personnels de services à la personne ou d'EHPAD sont des personnels essentiellement d'origine africaine, ou d'origine maghrébine. C'est moins vrai de personnel d'origine asiatique. Mais en tout cas, ce sont beaucoup d'étrangers de territoires hors européens. C'est une réalité. Daphna Mouchnik, qui aurait adoré être là aujourd'hui parce que c'est son cheval de bataille, mais qui est en Martinique, à un congrès, en parle souvent. Elle parle même de la fausse promesse qui avait été faite pendant le Covid de régularisation à des auxiliaires de vie, des aides-soignantes qui sont venus renforcer le besoin que l'on avait à ce moment-là. Et j'ai voulu du coup faire cette table ronde avec des acteurs différents mais complémentaires, et j'espère que vous allez en percevoir le sens. J'ai le plaisir, la joie, l'immense honneur de recevoir Linda Sawadogo. Alors, Linda Sawadogo, elle m'épate parce qu'elle est gériatre en Bretagne, diplômée de l'Université de Rouen-Normandie, diplômée de Pierre et Marie Curie, diplômée de Sorbonne, mais initialement diplômée de l'Université de Ouagadougou et d'Abidjan. Donc, Linda Sawadogo, on part du Burkina Faso et on arrive en Bretagne. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est l'histoire d'un voyage. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je me définis non pas comme un médecin étranger, mais comme un médecin voyageur, d'où toute la différence. Et là, j'arrive en Bretagne, effectivement, comme médecin inscrite à l'ordre des médecins, mais en arrivant en France, j'arrive comme étudiante et passionnée de gériatrie, et n'ayant pas trouvé une formation médicale
sur le continent. Donc, je suis voyageur et j'ai voyagé pour rencontrer des personnes âgées, pour rencontrer le métier du soin, parce que c'est ce qui me passionne. J'ai une question alors vraiment aussi, quand je dis médecin étranger, n'y voyez évidemment pas offense, hein. Quand on arrive, moi c'est vraiment une question, je voulais vous la poser parce que pour avoir discuté avec des personnes qui venaient des Comores, etc., que j'ai pu rencontrer dans des EHPAD, ils me disaient, mais nous, ce qui nous différencie de vous, c'est que quand on est dans les EHPAD, on est heureux. Et on essaie de distribuer aussi de la joie. Je voudrais savoir quel était votre regard, vous, quand vous êtes arrivé et que vous avez vu comment on prenait en charge les vieux en France. Est-ce que ça vous a fait un choc? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez découvert les Français et en même temps la manière dont les Français prenaient en charge leurs vieux? Et qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport, évidemment, à votre culture? Je suis arrivée dans un EHPAD et c'était à Cherbourg. Et il y avait 120 lits et dans chacune des chambres, pour moi, c'était un voyage. En histoire géo, on me parlait de la Deuxième Guerre mondiale, mais honnêtement, j'ai eu 7 sur 20 au bac, ne le dites pas. Et là, je rencontrais des personnes qui ont vécu la guerre et qui avaient des traumas de guerre. Et en tant que médecin, je devais faire face à ça. Et c'est une rencontre. Donc, je trouvais que les personnes étaient braves, que les familles étaient là et qu'elles me racontaient leurs histoires et qu'en face, elles me donnaient une compétence pour répondre aux troubles du comportement. Et ça a été une belle rencontre. Et j'ai trouvé les Français proches de leurs âgés, contrairement en fait à ce mythe que l'Occident met de côté les personnes âgées. Moi, j'étais vraiment impressionnée par l'histoire des gens et la présence des soignants, la présence des familles et grand respect. Et c'est dans ce contexte que j'ai eu la chance de participer à une formation sur l'humanitude et ça a changé mon métier de médecin. Et j'aborde la personne âgée dans sa globalité grâce justement à cette approche humanitude. Depuis l'Afrique, ou depuis en tout cas le Burkina Faso, le Burkina Faso n'est pas toute l'Afrique, et on ne se méprend pas à penser que le Burkinabé sont tous les Africains. Depuis le Burkina Faso, comment on voit justement ces structures collectives, comment on voit les Européens ou les Français et leurs grands-parents? C'est une sorte d'effet épouvantail d'imaginer qu'on met les vieux dans des institutions et qu'on ne les garde pas à la maison? C'est vrai que c'est une notion difficile à appréhender de l'Afrique, hein, la vision à partir de l'Afrique de structures où on isole des personnes âgées. Mais ce qu'on remarque aussi en partant toujours du Burkina, c'est que les personnes âgées vieillissent mieux en Occident qu'en Afrique. On est plus vieux en Occident qu'en Afrique. Donc, il y a une vision partagée. Et une fois de plus, quand on est sur le territoire, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, en tant que médecin gériatre, je préconise pour certaines personnes l'entrée en EHPAD parce que ça reste la solution du moment pour la personne. Mais je pense que les visions sont partagées. Merci de le dire, parce que souvent on diabolise l'EHPAD, mais je suis comme vous convaincu que l'EHPAD, c'est la solution nécessaire, à un moment en tout cas nécessaire, quand on ne peut pas faire autrement, et quand on a la mémoire courte en France, mais on a oublié qu'avant les EHPAD, eh bien, il y avait des trucs terribles, et il y avait des mouroirs, il y avait des choses collectives, parce que les gens n'étaient pas en EHPAD, mais on les gardait quand même pas chez soi. Quand à un moment la dépendance est trop forte, on est bien obligé de les mettre quelque part. Et avant, c'était dans des structures dans lesquelles plus personne aujourd'hui ne voudrait être. Quand on s'est parlé au téléphone, j'ai eu le plaisir de vous parler, vous m'avez dit il faut aussi que vous pensiez les choses dans ce que nous, on vous apporte des choses en venant de l'étranger, mais du coup, souvent, vous oubliez, vous, d'aller chez nous et de nous apporter des choses. Alors, je crois que votre voisin, qui a été pendant très longtemps
médecin coordonnateur pour MBV, qui est décidément en force aujourd'hui. On ne s'en sort pas d'MBV. Non, je vois, on fait même, vous voyez, c'est le retour des médecins qui sont à la retraite. Aujourd'hui, Jean-Michel Pratico, vous vous occupez de GEPETO International et vous allez, mais pas que, vers le Burkina Faso pour aider à faire émerger justement des structures ou de l'intelligence autour du vieillissement, de la prise en charge. Tout à fait. D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Donc, GEPETO International, c'est une association de solidarité internationale qui est récente et qui a été créée en 2017, qui se propose d'accompagner des projets qui concernent le bien vieillir, alors à l'international. Alors, allant personnellement au Burkina depuis 30 ans, par facilité, nous avons commencé à intervenir au Burkina Faso. C'est par certains de ce pays que j'ai fait connaissance, par un confrère burkinabé qui est encore là-bas, de l'existence de Dr Sawadago, qui est en Bretagne. Le projet, donc, c'est... alors, pour l'instant, nous sommes au Burkina. On a un projet qui se profile à Libreville, la capitale du Gabon. Donc, on se répartit. Vous savez que j'ai été 12 ans médecin coordonnateur, dont 4 chez NBV, uniquement 4 ans, le tiers de nos activités, mais 12 ans d'expertise qui me permettent aussi d'apporter quelques conseils dans le domaine des personnes âgées, donc à l'international et surtout au Burkina actuellement. Parce que les besoins existent aussi au pays, même si on pourrait penser, j'ai la parole, je le garde encore quelques minutes, quand je parle de projets en Afrique, les gens me disent, voilà, c'est pas la peine, la famille est présente, c'est vrai, oui, mais dans les villages, dans les grandes villes, maintenant, ils sont en train de vivre comme nous, et les problématiques s'installent aussi, c'est qu'ils font peu d'enfants, les enfants partent vivre ou travailler dans d'autres villes, et surtout à l'étranger, et les gens se trouvent isolés, un peu comme chez nous. Donc, ils sont en demande de soutien. Les idées ne manquent pas, c'est les moyens qui manquent. On en parlera au fur et à mesure de la... Oui, d'ailleurs, à la fin de la table ronde, on projettera, je pense, quelques informations aussi sur GEPETO International, ou peut-être pendant. Juste, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on a souvent cru que c'était le modèle occidental qui est amené, en fait, par le judéo-christianisme, enfin, toute une histoire qu'on a d'aide aux personnes, à l'institution, puisque les institutions, culturellement, elles apparaissent très tôt en Occident. Mais pour avoir étudié le phénomène du vieillissement en Chine, on s'aperçoit que la réalité que vous venez de dire, c'est-à-dire la ville exclut le mode d'accompagnement traditionnel du vieux, est réel. Et en Chine, c'est flagrant. Plus les villes se développent, moins les personnes âgées sont bien traitées et moins elles sont prises en charge. En Afrique, vous avez le même problème. Du coup, c'est peut-être plus l'urbanité, la ville elle-même qui exclut les vieux que réellement un mode culturel quel qu'il soit. D'autant qu'en Chine, je pense qu'ils sont victimes maintenant de la politique de l'enfant unique il y a quelques années, où certaines personnes âgées se retrouvent seules, puisque certains pays ont perdu leurs enfants en cours de route. Donc c'est un peu encombrant comme situation. Du coup, alors, je pense que si on aurait pu faire parler ce matin Madeleine, on aurait pu faire parler d'autres personnes peut-être dans l'assistance, et peut-être qu'elles prendront la parole d'ailleurs, pour arriver, Radouane Mebarki, vous faire un petit peu parler quand même, que vous ne soyez pas venu dans cette magnifique ville pour rien. Enfin, je dis magnifique ville au cas où ça donnerait au docteur Sawadago l'envie de devenir gériatre à Nîmes, parce qu'on en cherche, comme partout. Radouane, tout est possible, TOUS, TES, possible avec un S, c'est partir des possibles de l'autre pour l'amener vers les métiers du soin. C'est une réalité aujourd'hui. Moi, je suis un grand admirateur de ton travail, je ne cherche même pas à le cacher. C'est une réalité aujourd'hui pour amener des publics migrants ou des publics RSA, éloignés de l'emploi, dans la pratico-praticité, sans jeu de mots, avec Jean-Michel Pratico, praticité, vers les métiers du médico-social. Et tu nous as souvent dit, alors avec deux populations très différentes que tu pourras développer, les personnes au RSA et les migrants, mais chez les migrants, en tout cas, il y a de multiples deuils qu'il faut arriver à faire de celui qu'on était avant, du métier qu'on avait avant, de la compétence qu'on avait avant, pour arriver à avoir des médecins qui, aujourd'hui, peuvent être à peine
auxiliaires de vie chez nous, par exemple. Donc il y a tout cet accompagnement-là. J'en suis très admiratif. Est-ce que tu pourrais nous expliquer mieux comment ça se passe? Est-ce que vous faites... Alors, vous êtes encore une fois dans le grand froid, parce au-delà de Nancy, je crois. Mais voilà, enfin, comment ça se passe? Eh ben, ravi. C'est assez troublant d'être là. Effectivement, je suis un petit peu intimidé. C'est pas facile. Et en plus, j'ai pas goûté, donc ça me rend toujours un petit peu nerveux. Je suis président fondateur de l'association Tout est possible. Moi, je suis un jeune des quartiers, enfin plus très jeune, d'ailleurs j'ai 39 ans, mais j'ai tout plein de copains moi, dans des territoires d'où je viens qui trouvent toujours pas de boulot. Et quand je retourne voir ma mère dans mon quartier tous les dimanches, et je croise des copains qui se sont toujours pas mis au travail, qui me disent putain, j'arrive pas à trouver du taf. Et puis de l'autre, il y a ma nouvelle vie de chef d'entreprise qui me permet d'avoir tout plein de copains qui sont des dirigeants, des recruteurs, et qui me disent mais moi, j'arrive pas à recruter. Et depuis le début de ma carrière, en fait, j'ai ce paradoxe. Et à 7 ans, j'ai arrêté de bosser pour m'amuser à essayer de voir si je pouvais arriver à faciliter la connexion entre ces deux mondes. Donc, il y a 7 ans, je monte l'association Tout est possible, où effectivement, je me dis, tiens, d'un côté, je vais préparer les gens à faire ce qu'il faut pour arriver à être embauchables. Et puis de l'autre, je vais aller préparer les entreprises à faire ce qu'il faut pour aller chercher des talents auxquels ils s'attendent peut-être pas. Voilà. Et puis donc, notre boulot au quotidien, c'est d'arriver à connecter ces deux mondes-là. Donc effectivement, c'est ça qui nous a amené. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples d'actions concrètes qu'on fait. Je vais vous donner par exemple l'exemple de ce qu'on fait dans le Nord. Dans le Nord, il y a effectivement énormément de bénéficiaires du RSA. Notre client, c'est le Conseil départemental du Nord. Pour vous donner une idée, il y a 100 000 bénéficiaires du RSA. C'est là où il y en a le plus. Pour vous donner 2-3 comparaisons, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que dans la région, il y en a 22 000, le chiffre a été donné. À Marseille, 60 000. Enfin, voilà, c'est pour vous dire que là-haut, c'est la Champions League, quoi. On a des gens qui ont pas travaillé depuis 3 générations. Donc effectivement, ils sont assez marrants. Le truc, donc en fait, alors que dans le même temps, il y a 80 000 personnes, il y a 80 000 emplois disponibles maintenant, donc dans 5 grands métiers en tension. Donc, juste pour votre culture, ça vous serez pas venu pour rien aussi. Il y a l'hôtellerie-restauration, transport logistique, l'industrie. Dans l'industrie, il y a le ménage, il y a de la sécurité, tout un tas de trucs. Le bâtiment et, bien sûr, les métiers du bien vieillir. Et donc, en gros, c'est des métiers dans lesquels il n'y a pas besoin de savoir-faire pour être embauché. Mais en gros, les boîtes disent qu'il y a besoin de vouloir faire. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir envie de se lever et d'y aller. Les boîtes disent, si tu sais pas faire, c'est pas grave, on s'en fout, on t'expliquera quand tu seras sur place. Et donc, en fait, notre boulot à nous, c'est d'appeler les gens et de leur dire, coucou, désolé de te déranger. Et donc, est-ce que ça te dit d'essayer un truc? Voilà. Donc, en fait, on a décidé d'utiliser un truc différent, de ne plus proposer un travail. Parce que finalement, quand vous travaillez pas, travailler c'est un truc, en fait c'est un événement, tout est dur, c'est une montagne à gravir. Donc en fait on hyper facilite l'accès à un essai. Donc en fait nous ce qu'on leur propose c'est d'essayer. Un peu, je sais pas pour ceux d'entre vous qui ont des gamins, moi j'ai une fille de 10 ans, je dis t'as le droit de pas aimer mais tu dois goûter quoi. Et vous l'aurez compris, moi il y a beaucoup de trucs que j'ai goûté, que j'ai aimé. Et donc je parle professionnellement bien sûr. Et donc effectivement ce qu'on leur propose, c'est ça. C'est en gros, si t'as rien d'autre à foutre cette semaine, viens, essaye. Au pire, offre-toi l'idée d'avoir de la chance et essaye. Et ça se trouve, sur un coup de bol, ça peut te plaire, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on propose, nous, au départ, je suis pas du tout spécialisé. Ça m'a passionné. D'ailleurs, je suis fou admiratif de voir qu'il y a autant de gens qui se passionnent pour le sujet de nos aînés. Et bravo, c'est super. Ça donne envie de vieillir. Et donc, le vrai sujet, c'est de se dire, moi, ces gens-là, je leur proposais pas spécialement les métiers du bien vivre. Mais en gros, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aurais envie d'essayer? Et effectivement, il y a des gens qui nous disent, bah oui, tiens, pourquoi pas les métiers du bien vieillir. Alors, nous, c'est pour vous donner une idée, comme ça, je vous donne 2-3 métriques. Dis-moi dès qu'il faut que je m'arrête. Quand on appelle par wagon de 10 000 personnes, en vrai, il y en a 90% qui m'envoient chier. Non, moi, je cherche pas de boulot, appelle quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, bon, il y en a qui disent oui, mais non, mais moi, bon, c'est un peu compliqué, je vous expliquerai un autre jour. Et en vrai, j'ai 1% de gens qui disent, bah ouais, vous tombez bien. En vrai, je comptais m'y remettre. Et on a 61% de femmes, assez souvent des femmes de ce qu'on appelle le middle age, donc des femmes qui étaient tombées, vous savez, dans cette catégorie divorce. Divorce, socialement, c'est les femmes qui gardent les enfants, donc 2 ou 3 gosses, et elles tombent dans la catégorie faiblement diplômée où c'est plus rentable de bosser. C'est une espèce de poche où, en fait, pour le SMIC, en fait, c'est plus rentable de bosser, donc assez souvent, elles élèvent les gamins. Et donc, les gamins, pendant cette période-là, il vaut mieux ne pas bosser et cumuler ses aides. Par contre, il y a un matin où finalement, là, vous voyez, c'était notre excellente saison le mois de septembre, parce qu'en fait, on les appelle et ces femmes-là nous disent, tiens, vous tombez bien. En fait, j'ai le petit dernier qui vient de rentrer au collège.
Ben en fait, je ne savais pas par où démarrer, mais en vrai, ça tombe super bien que vous m'appeliez. Et en fait, ceux-là, alors là, on sonne la cloche, on ouvre le champagne et tout ça, parce qu'on en a peu. Hein, vous l'aurez compris, c'est les aiguilles dans la botte de foin. On a 100 personnes, en gros, quand on appelle 10 000 personnes. Voilà. Et donc, on arrive à choper presque par effet surfacique, parce que c'est le surnageant, quand on met un petit coup d'épuisette, on chope les 100 là, et c'est à ceux-là qu'on propose d'aller essayer. Effectivement, j'en arrive maintenant à notre sujet. Et dans ces 100 là, on leur propose, va essayer un resto, va essayer ci, ça. Et il y en a certains qu'on a envoyé dans les métiers du bien vieillir. Et peut-être, pour vous expliquer l'expérience, ce qui est drôle, c'est que finalement, quand vous n'avez pas le CV, que vous n'avez pas prévu de faire ça et tout ça, c'est vachement cool d'amener les gens à faire un essai. Parce que, en fait, si on n'utilise pas les codes tradis du recrutement, c'est-à-dire un entretien d'embauche, un CV, tout ça, de toute façon, le CV est nul, l'entretien, il l'aurait raté, tout ça, donc ça sert à rien de le faire. Donc on va direct à l'essai. C'est-à-dire que vous passez entre l'étape faire un dossier de candidature, candidater, aller raconter des conneries à un entretien et aller essayer le boulot. On remonte l'étape 4 en étape 0. On dit, viens essayer. Et donc les gens essayent et on se rend compte comme finalement, chez l'humain, c'est ça qui est magique, c'est quelque chose de très physique. Parce qu'en vrai, au bout de 10 minutes, quand vous êtes dans les métiers du prendre soin, au bout de 10 minutes, vous savez en vrai si c'est ça que vous voulez faire. Moi, je suis allé le faire il y a 2 semaines. D'ailleurs, regardez, normalement, ce sera dans le JT d'M6 ce week-end, puisqu'ils sont venus me filmer. Putain, franchement, j'ai fait plein de jobs. Hein, j'en ai essayé une centaine. Celui-là, il est quand même marrant, parce qu'effectivement, au bout de 10 minutes, vous savez si c'est ça que vous vous sentez de faire quand même physiquement, parce qu'il y a une ambiance, il y a une odeur, il y a un truc. Et en réalité... Je ne peux pas vous dire que pour ceux qui ont essayé, qu'on a amené à essayer, ils ne sautaient pas au plafond, parce qu'en fait, on ne sait pas qu'on aime tout de suite, parce que assez souvent, les gens qui témoignent sur ce métier, ils l'aiment parce qu'ils y ont passé du temps, ils y ont trouvé des valeurs, du truc, de la reconnaissance, le sourire des gens directs qui vous dit presque, qui vous paye tout de suite presque en nature par la brillance qu'on peut avoir dans le regard de quelqu'un. Tous ceux dont je suis sûr que vous êtes passionnés, c'est cool. Mais à ce moment-là, moi, je peux vous assurer que 90% des gens qui détestent, ils le savent tout de suite. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça permet de virer tous ceux qui disent « Oh là là, ça va pas le faire pour moi, c'est cool, merci d'être venu découvrir notre métier, nous on en est passionnés, c'est top ». Et on se concentre sur le 10% qui, eux, se disent « Ah, moi franchement, ça va, ça me dérange pas d'être là ». Et c'est sur cela qu'on commence à passer un petit peu de temps, dire « Allez, on va monter tranquillou en pression, on va peut-être faire une petite PMSMP d'une semaine, puis ensuite formation, puis ensuite machin, puis on vient y additionner tous les trucs qui font la spécialité et la montée en compétences dans votre métier ». Donc effectivement, nous, notre spécialité, c'est de faire ça. Et j'anticipe la question d'après, qui est celle sur laquelle tu voulais m'interroger, qui est effectivement, dans ces populations qu'on va travailler, qui sont essentiellement des bénéficiaires du RSA. Je suis relou là, non ? Non, t'es sûr ? Bon, non mais, pardon, on est copains, hein, voilà. Dans ces populations, il y a une population qui était il y a plusieurs populations qui sont un peu plus compliquées, les personnes en situation de handicap, etc., enfin, 2-3 galères à régler, et les publics primo-arrivants, exilés, déplacés, ukrainiens, enfin ce que vous voulez. Il y a ces populations que nous, on travaille en même temps. Et c'est quand même un tambour qui ne joue pas avec les mêmes baguettes que les autres, quoi. Enfin, un bénéficiaire du RSA français, c'est quand même pas un exilé qui arrive d'ailleurs, parce qu'en plus d'une galère à devoir lui faire aimer ce métier, il y a le problème de la langue. Et puis on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là ? Donc effectivement, mon assoce, son travail, c'est d'inventer des solutions. Donc en fait, on a eu l'idée de... Parce qu'on ne trouvait pas la raison pour laquelle on devait leur dire, bon bah allez-y, parce que... Attendez, je vais essayer d'être clair et de vous parler en français. Ce que j'entends depuis tout à l'heure, effectivement, se résume à dire que y a plein de gens qui ne veulent pas aller faire ce boulot, parce que, comme le disait Asma tout à l'heure, il y a tout un ensemble de trucs à faire pour rendre ce boulot sexy, dont nous, principalement, quand on passe nos coups de fil, les gens nous parlent de la paye. Les gens disent, franchement, moi j'ai en gros, grosso merdo, 1000 boules en étant chez moi avec mes aides, si je cumule tout, qu'est-ce que vous me proposez un job à 900 balles, quoi. Et moi, franchement... on l'a fait sur 45 000 personnes, donc on commence à avoir une idée du sujet. Les gens nous riaient au nez au téléphone, quoi. Ils disent, mais vous êtes sérieux, les gars ? J'ai 1000 balles en faisant rien, vous voulez que je fasse un truc pour 900 ? Enfin, vous m'expliquez pourquoi ? Et nous, on ne savait pas, donc on raccrochait. Et donc on passait un autre coup de fil. Et donc, on a essayé de se dire, mais qui aurait un intérêt tant que les choses ne changent pas ? Parce que je suis admiratif de tous ceux d'entre vous qui font en sorte que les choses changent, mais ce n'est pas à mon niveau. Je dis, mais en attendant que ça change, de toute façon maintenant c'est dit, c'est fait, et bravo pour ce genre d'événement, parce que ça vient encore appuyer le fait qu'il faut que ça change. Bon, on s'est dit, mais qui aurait quand même un intérêt à faire ça ? Et on s'est dit, mais finalement les publics réfugiés, il y a 800 000 publics réfugiés en autorisation de travail en France, on s'est dit, mais ça serait un super potentiel vivier
pour aller vers ces métiers du prendre soin en tension. Donc on s'est dit, tiens, on va tester si finalement des migrants pourraient faire ce boulot. Donc on a fait 2 expérimentations, une à Dijon, une à Lille, où on a pris des publics qui étaient dans cette situation-là. Et en fait, on a inventé le français par alternance. Je vous explique. En gros, la plupart, ils prennent des cours de FLE, français langue étrangère, le matin. Et donc on s'est rapproché d'universités qui donnent des cours de FLE, donc ça s'appelle des DU passerelles. Et on leur a demandé si ça les dérangeait de nous basculer plutôt les cours l'après-midi, et en fait de nous libérer le matin. Ce qui fait qu'en fait on les a mis dans une dynamique d'alternance entre du français et du métier du bien vieillir. Donc en gros le matin, ils sont en train de faire des soins à des personnes âgées. L'après-midi, ils viennent faire des cours. Et en fait, c'est un truc magique, c'est que même l'université n'en revenait pas là où ils prenaient 1 an, vous savez, pour monter les étapes de l'apprentissage du français A1, A2, B1, B2, voilà. Ou puis avec un gros plateau de stagnation entre A2 et B1, parce que en fait, ils mettent jamais en pratique dans leur famille, ils parlent leur langue d'origine. Dans les foyers, je ne sais pas si vous savez, c'est réglé en étage communautaire, machin. En fait, là, ce qui est cool, c'est que ça leur permettait de mettre en pratique du français. Et si vous voulez, ça sera la fin, je m'arrête là, mais je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que ça me passionne. Ce qui était cool dans les trucs, et humblement, je vous offre ce petit bout de R&D qu'on a fait nous, pour vous inspirer, vous, dans vos vies, dans vos métiers, dans ce que vous aurez envie de faire. Mais ce qui était génial, c'est que c'était plus un job, en fait. C'est devenu presque un projet intergénérationnel et interculturel, parce que finalement, nos aînés transmettaient presque à ces gens-là comment ça marche en France. C'est vachement marrant, parce qu'ils disent ah non, faites pas ça, faites comme si, enfin vous voyez, de toutes les anecdotes que vous nous racontiez tout au long de la journée, les aînés transmettaient des codes du pays. Donc on s'est dit mais presque en fait en vrai pour ces gens-là, c'est presque un sas d'intégration dans le pays d'aller passer 6 mois dans ces métiers, parce que ça leur a permis d'apprendre des codes, ça leur a permis de mettre en pratique le français, d'atteindre leur niveau, qui fait qu'en vrai, il faut que j'arrête de dire en vrai. Mais au bout de 6 mois, voilà ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se disent moi, franchement, je n'avais pas prévu de faire ça. Pourquoi pas ? Donc, on a fait naître des vocations. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le groupe avec les copains à leur donner 2-3 astuces de recrutement. Oui, il y a des gens qui se sont dit pourquoi pas faire ce métier, parce que ça a fait chez moi écho, puis je m'y sens bien, puis finalement j'ai collection cool, j'ai trouvé un truc qui m'arrange, machin, et c'est cool. Il y a des gens qui ont trouvé leur vocation. Il y a ceux qui étaient finalement déjà dans leur pays d'origine, dans les métiers du médico-social, à qui ça a permis de revenir dans un espèce d'écosystème qui était déjà celui du leur dans leur pays, parce que en vrai ils étaient peut-être médecins ou infirmières machin, mais ils sont pas retrouvés dans le bâtiment quoi. Donc ils sont revenus dans un écosystème dans lequel ils étaient à l'aise, où ils allaient pouvoir maintenant remonter en compétences pour atteindre le niveau qu'ils avaient. Et puis il y en a d'autres, et c'est ok, qui au bout d'1 an on dit stop, je m'arrête là, c'était une super expérience, et là moi maintenant je repars dans une formation parce que j'ai envie de redevenir ce que j'étais dans mon pays d'origine, avocat, truc muche, machin, etc. Et donc en fait on s'est dit tiens, il y a quand même une expérience intéressante de se dire quand on arrive d'un pays ailleurs, plutôt que d'aller faire du Uber Eats ou du ménage, finalement les métiers du bien vieillir sont presque un sas d'intégration pour apprendre le pays, le vivre, et finalement résoudre aussi la problématique d'un métier en tension en France. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long. Merci. Merci. Tu as fait le grand chelem des questions, bon, tu peux y aller maintenant. Je me suis rendu compte aussi que du coup, on avait mal joué avec Florence Moine, qui est suisse, pour qu'elle puisse apprendre le français. Il aurait mieux valu qu'on la fasse participer cet après-midi, mais écoute, bon, c'est comme ça. Non, merci beaucoup, Radouane, pour ce témoignage. Avant de passer aux questions, on revient un peu à GPTO International. Moi, j'aimerais bien avoir aussi le regard quand Jean-Michel, ça fait longtemps que vous connaissez le Burkina, mais qu'est-ce qui est frappant là-bas dans la prise en charge des aînés versus ce que vous connaissez ici en tant que médecin coordonnateur? Alors là-bas, la prise en charge, elle est toute modeste, elle est encore classique, effectivement, dans les villages, parce que la personne âgée vieillit et reste dans la cour avec la famille, jusqu'à ce que mort s'en suive, comme on peut dire. En ville, par contre, la personne âgée, après la retraite au Burkina, c'est 61 ans en moyenne, voilà, avec une espérance de vie à l'heure actuelle qui est à 61,7 ans. Voilà, c'est court. Espérance de vie qui est passée qui a pris 5 ans en quelques années. Au recensement de 2006, je crois qu'il était à 56 ans et demi. Donc l'espérance de vie augmente. Et même en bonne santé, on voit des vieux qui sont très actifs, qui font la politique, qui créent des sociétés et qui s'occupent aussi d'autres personnes âgées. Il y a Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays,
que connaît aussi Linda, il y a le réseau de promotion des personnes âgées de Haut-Bassin, c'est la province qui est très active en termes de propositions. La problématique, c'est qu'il n'y a rien qui est structuré. Il manque les moyens, bien sûr. Alors, au niveau de l'association GPTO, on est là pour les accompagner, pour créer des structures de service à la personne. Le but étant de rester à la maison, c'est vraiment la volonté première là aussi, même s'il commence à parler de maisons de retraite, les vieux au Burkina. En maison de retraite, c'est pas comme là chez nous, c'est pas parce qu'ils sont mal en point, c'est qu'on commence à voir dans les grandes villes, surtout à Ouagadougou, des personnes qui ont 60, 65 ans, au-delà, qui vivent seules. C'est rare, hein, on voit arriver ça. Et c'est plus le fait de garder du lien avec d'autres personnes, de se regrouper, une espèce d'habitat collectif, mais à l'africaine, plutôt que de dire je vais me mettre en retraite parce que je suis dépendant, etc. Pour l'instant, il y a des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, mais très peu, parce que malheureusement, après, du coup, elles glissent très vite, très rapidement. Et celles qui commencent à être en perte d'autonomie, bien sûr, restent chez elles, dans leur maison. Alors, les enfants, ceux qui sont là, ne sont pas loin. Alors, ils payent quelqu'un pour aider un peu. Ils appellent ça une bonne. C'est pas péjoratif, ça s'appelle comme ça là-bas. Ils payent quelqu'un pour le ménage, pour aider, mais c'est vraiment sommaire. Le but, nous, dans notre projet, d'abord, on a financé une formation dans ce sens-là à Bobo-Dioulasso en début d'année, c'est de professionnaliser le travail que font les bonnes. Voilà, donc on a fait former 10 auxiliaires de vie à Ouaga, à Bobo-Dioulasso, par une entreprise burkinabé qui existe, dont les ressources locales existent, dont autant la faire travailler. Et on a pu former 10 personnes. On devrait faire en fin d'année une deuxième session qui est très intéressante. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que les enfants qui sont nés en ville n'ont pas le repère des parents qui eux-mêmes sont occupés de leurs propres parents. Donc ils sont un peu désemparés. Alors, ils savent par tradition qu'ils doivent faire, parce que c'est comme ça. Je parle toujours sous contrôle de Linda. Ils savent qu'ils doivent faire, mais ils ne savent pas. Donc du coup, ils délèguent et ils abandonnent. C'est très compliqué. Okay. Et on commence à voir arriver, par contre, en Afrique, après, je pense qu'on passe la parole à Linda, malheureusement des hospices où on met des vieillards qui sont sans ressources, isolés, abandonnés. Et même au Ouaga, pour la petite histoire, j'ai découvert par hasard qu'il existait le centre d'El-Wende où on met des vieilles veuves, sans enfants. On met parce que c'est vraiment péjoratif, au contraire de sorcières. Parce qu'elles sont veuves, elles n'ont pas d'enfants. Seules, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On les traite de sorcières. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. L'espérance de vie augmente, hein, mais au Burkina, mais partout dans le monde. On verra peut-être quelques courbes tout à l'heure si on passe le diaporama. Sur le diaporama, on peut le passer. Linda, j'aimerais bien que vous ayez le mot de la fin. Et effectivement, on a souvent critiqué le modèle de l'EHPAD occidental. La réalité aujourd'hui, c'est que lorsque dans certains pays, le Maroc, en Algérie, il existe des mouroirs qui sont des mouroirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes isolées, encore pire d'ailleurs pour les hommes isolés, qui sont très éloignés de la cellule familiale, parce que les femmes, on a l'habitude de les prendre en charge moins avec les hommes. Et du coup, on se retrouve dans des situations qui peuvent être effrayantes, vraiment. Quelquefois, on découvre des situations qui défraient la chronique. Linda Sawadogo, médecin voyageur en Bretagne, quel message vous auriez à faire passer aujourd'hui quand vous analysez votre parcours, votre expérience? Est-ce que finalement la France a été facilitatrice? Est-ce qu'elle a été un pays à la hauteur de l'accueil que vous attendiez de sa part? Ou qu'est-ce que vous auriez à dire aujourd'hui, à nous dire? Aujourd'hui, moi, je suis très reconnaissante en fait envers mon pays, le Burkina Faso, pour ses relations avec la France. On ne le dit pas assez en politique. Il faut savoir que j'ai été formée par le Burkina en France. Donc, et quand je n'ai pas été obligée de repartir. Donc, certains l'appellent fuite de cerveau, mais ce n'est pas le cas. L'idée, ce n'est pas vraiment ça. C'est de se dire qu'on forme des intellectuels en qui on fait confiance pour acquérir de l'expérience à l'extérieur et faire des propositions, soit en tant que diaspo, en restant dans la diaspora, ou en rentrant au pays.
Mais l'idée, c'est de ramener quelque chose, de proposer quelque chose. Et je suis reconnaissante infiniment envers la France, qui est un pays vraiment ami depuis plusieurs générations. J'ai mes grands-parents qui ont travaillé en France, qui sont repartis. Mes parents ont travaillé en France, étudié et travaillé en France, ils sont repartis. Et je poursuis en fait cette tradition familiale, justement parce qu'on voit une France qui est accueillante, une France qui est un berceau de civilisation, de formation, et c'est ce qu'on aime en France. C'est vrai qu'en tant que médecin étranger, en arrivant, on se demande si on va être stigmatisé, si on est un pis-aller, mais ça n'en est rien. Et il faut déconstruire en fait des idées reçues, justement en se redéfinissant, pas en laissant l'administration nous définir. Je n'occulte pas les questions de statut, de titre de séjour. On parlait tantôt des pénibilités, de la fragilité. La fragilité professionnelle, elle est encore plus grande pour les étrangers. Elle est encore plus grande pour les femmes. Elle est encore plus grande pour les métiers où il faut beaucoup de validation d'acquis. Donc, pour un médecin étranger, c'est encore plus compliqué. Mais je dis, ça reste faisable. Il y a des structures qui ont été mises en place pour accompagner. Et moi, ce que je retiens, c'est que l'humain est un médicament pour l'humain. On parle de la dépendance des personnes âgées, mais les personnes âgées sont un groupe hétérogène. Il y a un tiers des personnes âgées qui n'ont pas besoin des services de gériatrie, qui sont des personnes âgées strong. Il y a un tiers qui sont des personnes âgées dépendantes. Il y a un tiers qui sont vraiment fragiles. Et il faut distinguer ça partout. Je reviens sur l'espérance de vie dans les pays pauvres. C'est l'espérance de vie à la naissance. Avec les progrès du développement, en fait, on perd moins la vie avant ces 5 premières années. Donc, l'espérance de vie après 5 ans est élevée. Donc, c'est la partie cachée des personnes âgées qu'on ne voit pas. Donc, on a doublé le nombre de personnes âgées en Afrique et cette croissance continue. Et ces personnes âgées sont le socle, en fait, pour une jeunesse. 2 tiers de la population aura moins de 24 ans. Donc, il faut un socle pour ces générations. Et commencer la prévention, ici comme ailleurs, autour de la quarantaine, de la soixantaine, renforcer. Et la prévention, je termine sur le caractère préventif. Les métiers du soin aussi pourraient s'orienter vers comment prévenir le vieillissement, comment éviter le passage par l'hôpital. Ici, je pense que le soin a été réfléchi à l'hôpital et dans les EHPAD, et en réalité, il faut ramener le soin à domicile. Merci. Merci à vous. Redouane, un dernier mot. Tu as à peu près 47 minutes, on te connaît. C'est ça. Non, mais juste, effectivement, ce pas de côté fait énormément de bien parce qu'il permet aussi de se dire... Quand on le met quand même en relief de ce qui peut se passer dans des pays qui ont beaucoup moins de chance que nous, on se dit que finalement on a un bol absolu en France, quoi. Et je voudrais juste profiter peut-être d'être dans ce lieu symbolique qui est l'université pour se dire, ça y est, il y a une manière de le rendre vraiment marrant ce boulot. Enfin, moi, je vous l'avez compris, on s'amuse, enfin, l'expérience avec les migrants, tout ça, puis on va essayer d'en faire d'autres. Mais en fait, c'est peut-être ça que j'aimerais essayer d'impulser dans vos cœurs, c'est de dire, mais inventez des trucs, amusez-vous. En fait, c'est un monde qui est juste en train de commencer à se structurer. Mais en vrai, posez-vous avec des amis ou posez-vous tout seul et puis dites-vous, mais qu'est-ce qui serait marrant de tester ? En vrai, il y a 1000 trucs à inventer. Et vous avez un président d'université incroyable dont j'ai fait la connaissance et je vous remercie encore de la découverte et de votre université qui est ouverte à de l'innovation, qui est ouverte à inventer ses propres diplômes quand ils n'existent pas, qui est ouverte à expérimenter, comme on se le disait tout à l'heure. Au pire, on a de la chance, ça marche et puis si ça marche pas, on arrête. En fait, juste vous dire que vous êtes sur une formidable terre d'innovation. Amusez-vous à inventer, surtout pour ceux qui sont sur le terrain et qui le voient. Enfin, je ne sais pas à quel degré vous êtes dans ce métier, mais en vrai, il va y en avoir de plus en plus. Il y a plein de modèles à expérimenter. Vous voyez, ma mère, elle est toute seule chez elle. En vrai, 1000 fois, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui sont en galère, qui aimeraient vivre avec elle ? Enfin, il y a 1000 trucs à inventer, alors avec tous les risques, avec tous les machins. En fait, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'on a une formidable occasion d'expérimenter, et vous êtes sur une terre d'expérimentation. Donc si je pouvais un tout petit peu
influencer pour que vous disiez allez, viens, on se met en mode action et lundi on prend rendez-vous avec le président de l'université pour lui proposer un truc, et ben ça serait vachement marrant. Merci. Merci à vous tous, merci à vous trois. Merci vraiment à tous les trois. On a l'habitude, à la fin des universités, que les orateurs et les oratrices, les participants des tables rondes deviennent un peu les membres aussi de la Fondation I2ML. Donc, on est particulièrement fiers de vous compter parmi nos amis. C'est la fin de cette journée. Il est 17h passé. On s'était engagé à tenir l'horaire. Je n'ai pas vraiment envie de faire de conclusion parce que, un peu ce que je disais à Marianne Monchamp, il faut continuer derrière. Qu'est-ce qu'on peut continuer derrière? On s'est rendu compte que finalement, on avait des métiers avec une pénibilité accrue. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a vu que les salariés, lorsqu'ils s'exprimaient, détenaient souvent les clés de ce que c'était être bien dans son poste. C'est une équipe enrichie, c'est un management de proximité, c'est de l'initiative, c'est du partage. Alors on ne résoudra peut-être pas tout après cette journée-là, mais en tout cas, soyez sûrs que ce soit à la Fondation I2ML ou à l'Université de Nîmes, on sera aux côtés des professionnels pour essayer de faire avancer les choses et de les transformer assez modestement. Je remercie vraiment, encore une fois, Jean-Michel Pratico, je remercie Linda Swadogo, je remercie Radouane, je remercie Bruno, je remercie Florence, je remercie M. Gossard, je remercie Thomas, Asma, Sandra, celles et ceux qui sont encore là et qu'éventuellement, je n'aurais pas vu ceux qui ont dû repartir. Je trouve que c'était encore une belle édition de l'Université d'Automne. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait vous poser des questions, qu'elle vous a enrichi, qu'elle vous a ouvert vers les Lumières. On manque tellement dans ce pays d'un retour vers le temps des Lumières qui nous sortait un peu des limbes que voilà, si ça pouvait faire un peu votre chemin, son chemin dans vos cerveaux, ce serait bien aussi. Que ce moment, ce soit aussi un moment de partage et de joie. Merci d'avoir été là. Vous pouvez continuer, bien sûr, à échanger avec nos invités à l'extérieur de